Dans quelle mesure notre génétique ou notre environnement d'enfance détermine-t-il ce que nous sommes? C'est une question fascinante. Mais certains scientifiques et chercheurs sont peut-être allés trop loin pour résoudre le débat entre l'inné et l'acquis. Alors, aujourd'hui dans Weird History, nous revenons sur une série d'études controversées concernant des jumeaux identiques séparés à la naissance. Mais avant de parler de ces recherches totalement irréprochables et éthiques, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History. Ensuite, dites-nous dans les commentaires quelles autres histoires de psychologie vous aimeriez découvrir. D'accord, il est temps de faire la fête, comme les jumelles Olsen. Le développement de la petite enfance et l'impact de l'environnement d'un enfant sur sa santé mentale à l'âge adulte ont toujours été d'un grand intérêt pour le docteur Peter B. Neubauer. Ce physicien juif, né en Autriche, a émigré aux États-Unis en 1941 lorsque les nazis ont pris le contrôle de son pays natal. Il a d'abord occupé un poste à l'infâme hôpital Bellevue de New York. Puis, il a rejoint l'Institut psychiatrique de l'Université de New York et a travaillé comme conseiller pour plusieurs agences d'adoption. Dans les années 1950 et au début des années 1960, Neubauer a publié des articles influents et très lus sur le développement de l'enfant. Il a été parmi les premiers chercheurs américains à étudier l'impact de la violence dans les films et à la télévision sur les jeunes. En 1960, il a de manière controversée suggéré que l'absence du père pendant la petite enfance pouvait compromettre la santé et le bien-être futur de l'enfant, autant que celle de la mère. Il a aussi découvert les idées de la docteure Viola Wertheim-Bernard, qui pensait que les jumeaux ou triplés séparés auraient plus de chances de tisser des liens solides avec leurs familles adoptives que s'ils restaient ensemble et manquaient d'attention individuelle. Bernard a été influencée par un cas sur lequel elle avait travaillé, impliquant une fille de 11 ans nommée Sarah. Après avoir échoué à créer un lien sain avec sa famille adoptive, Sarah a été retirée du foyer, ce que Bernard considérait comme l'équivalent psychiatrique d'une chirurgie radicale et essentielle pour éviter la misère et un mauvais développement par la suite. Bernard a donc recommandé aux agences d'adoption de séparer les enfants de naissance multiples. Un très mauvais conseil, mais c'était irrésistible pour les scientifiques du comportement. Neubauer était d'accord avec la thèse de Bernard, mais il tenait à mettre cette théorie à l'épreuve. Des sujets génétiquement identiques, élevés dans des environnements très différents, pouvaient aider les scientifiques à mieux comprendre le débat entre l'inné et l'acquis. Ils pouvaient enregistrer des preuves pratiques et mesurables de changements développementaux significatifs déclenchés par l'environnement d'un enfant, la génétique servant de variable de contrôle. Neubauer a activement cherché des opportunités de recherche via ses contacts dans les services publics et hôpitaux de New York. Lorsqu'une paire de jumelles identiques a été identifiée dans les études sous les noms d'Amy et Beth, elles ont été envoyées vivre dans des foyers séparés et ni les filles, ni leurs parents adoptifs n'ont été informés qu'elles faisaient partie d'une paire de jumelles. Les nouveaux parents ont appris que leurs enfants participaient déjà à une étude sur le développement, qu'on les a vivement encouragés à continuer. Pour limiter les variables et cibler la recherche, de nombreux aspects des nouveaux foyers d'Amy et Beth étaient similaires. Elles ont été adoptées par des familles juives de l'État de New York avec des mères au foyer et des frères plus âgés d'environ 7 ans. Mais leurs environnements familiaux différaient volontairement à d'autres égards. Beth avait une sœur aînée, tandis qu'Amy n'en avait pas. La famille de Beth était relativement aisée, tandis que celle d'Amy était de classe ouvrière. Beth avait une mère attentionnée et confiante, décrite comme mince et joyeuse, alors que la mère d'Amy était vue comme en surpoids et mal à l'aise en société. Écoute Peter, elle fait de son mieux. Avec le temps, les différences entre les deux familles et dans les expériences personnelles d'Amy et de Beth sont devenues plus marquées. Même si la maison de Beth devenait plus chaotique, elle a noué des liens forts avec sa mère adoptive. Entre-temps, la famille adoptive d'Amy la voyait désormais comme un fardeau. À l'âge de 10 ans, Amy et Beth démontraient déjà de manière assez convaincante que notre patrimoine génétique est le véritable pilier de nos vies et de nos personnalités, tandis que les effets de l'environnement sont plus éphémères. Malgré toutes les différences entre leur famille et leur style d'éducation, Amy et Beth ont développé beaucoup des mêmes problèmes, névroses et particularités personnelles. Les deux enfants avaient des habitudes nerveuses, sucer leurs pouces, se ronger les ongles et souffraient d'énurésie nocturne. Elles étaient anxieuses, hypocondriaques, faisaient des cauchemars et pleuraient dès qu'elles étaient séparées de leurs parents ou seules.
Elles montraient toutes les deux une tendance à se perdre dans l'imaginaire et le jeu de rôle, et parfois, elles avaient du mal à distinguer leur imagination de la réalité. Et même si Beth semblait, du moins en apparence, bien s'entendre avec sa mère, elle confiait tout de même aux chercheurs et aux psychologues qu'elle désirait l'attention maternelle, tout comme Amy. En plus de son travail avec les jumelles, Neibauer et Bernard ont mené une étude encore plus élaborée sur un groupe de triplés. C'est ce cas qui a reçu le plus d'attention et qui a inspiré le documentaire à succès présenté à Sundance en 2018, Three Identical Strangers. Comme pour les études sur les jumelles, l'équipe de recherche a travaillé directement avec une agence d'adoption, Louise Wise Services de New York, et chaque triplé a été envoyé vivre dans une famille d'un milieu socio-économique différent. Une ouvrière, une de classe moyenne et une aisée. Encore une fois, ni les enfants ni leur famille adoptive n'ont été informés de leur participation à une étude sur des triplés. Bien que cela semble cruel, les chercheurs jugeaient cela essentiel pour des données précises et le bon développement des enfants. L'idée qu'ils avaient quelque part des frères et sœurs inconnus, élevés dans d'autres familles, pourrait empêcher les enfants de s'attacher et d'accepter leur nouvelle famille. Les triplés étaient suivis régulièrement, comme l'avaient été Amy et Beth. Cela comprenait des chercheurs les filmant en train de jouer, interrogeant les membres de leur famille sur la façon dont les choses se passaient et leur faisant passer régulièrement des tests de QI. Certains suivis ont eu lieu dans leur famille adoptive, d'autres lors de séances mensuelles au Centre de développement de l'enfant à New York. L'étude sur les triplés a donné des résultats similaires à ceux des expériences sur Amy et Beth, suggérant que la génétique avait une influence disproportionnée sur le développement des enfants. Les triplés ont tous eu des problèmes de santé mentale en grandissant, surtout anxiété et dépression. Neibauer et ses collègues ont étudié au moins 5 paires de jumeaux et un seul groupe de triplés durant leur carrière. Malgré tous leurs efforts, Neibauer n'a jamais annoncé publiquement de conclusions concrètes. Il présente ses recherches de façon générale dans son livre de 1990, Nature's Thumbprint: The New Genetics of Personality, se contentant de noter que les jumeaux identiques, élevés séparément, traversent de nouvelles phases de développement à peu près au même moment. Toutes les études ont été conclues en 1980 et jamais publiées, car les chercheurs pensaient que le public s'opposerait à leurs idées et méthodes. Les données de Neibauer existent encore aujourd'hui à la bibliothèque de l'université Yale, mais la plupart des dossiers resteront scellés jusqu'en octobre 2065. Donc c'est quelque chose à attendre avec impatience. Une fois adultes, plusieurs sujets de Neibauer ont réussi à se retrouver. Les vrais noms d'Amy et Beth sont maintenant Alice Shine et Paula Bernstein. En 2007, elles ont publié un récit autobiographique sur leurs expériences, intitulé Identical Strangers. Les triplés se sont également retrouvés, purement par hasard, lorsqu'ils avaient 19 ans. En 1980, Robert Shafran a intégré un établissement d'enseignement supérieur à New York, où ses camarades le confondaient régulièrement avec Eddie Gallant, un étudiant lui ressemblant beaucoup. Une fois que les deux se sont rencontrés et ont réalisé qu'ils étaient tous les deux adoptés, ils ont rapidement conclu qu'ils devaient être des jumeaux. Leur histoire a suscité l'intérêt des médias new-yorkais, permettant au duo de retrouver leur troisième frère, David Kellman, peu après. À l'âge adulte, le trio a constaté davantage de similitudes, notamment des goûts alimentaires proches, malgré des éducations différentes. Ils avaient tous été lutteurs au lycée, et ils appréciaient tous la même marque de cigarettes. Malheureusement, ils ont aussi tous lutté contre la dépression toute leur vie. Après avoir été diagnostiqué d'un trouble maniaco-dépressif, Eddie Gallant s'est suicidé en 1995. La fréquence des maladies mentales rapportée chez les participants a suscité de nombreuses spéculations. Neibauer et son équipe ont-ils ciblé des enfants de parents atteints de troubles mentaux ? L'équipe dément cette accusation. Les jumeaux adoptés étaient-ils plus souvent issus de familles avec des antécédents de maladies mentales ? La séparation précoce de ces bébés d'avec leurs frères et sœurs, suivie de l'absence de contact durant l'enfance, n'est-elle pas la cause de beaucoup de ces problèmes, impliquant ainsi l'étude elle-même ? Après tout, le simple fait de passer par le système de placement familial ou le processus d'adoption peut être extrêmement traumatisant pour les enfants. Par conséquent, l'étude n'est jamais parvenue à une conclusion et ces théories restent vivement débattues. Doug Roush et Howard Burke, jumeaux séparés, se sont retrouvés dans la trentaine après avoir été contactés par un employé de l'agence d'adoption plein de remords. Roush a dit que ses parents adoptifs étaient déçus de ne pas avoir pu adopter les deux garçons ensemble. Dans le documentaire de 2017, La réaction des jumeaux, Burke explique avoir toujours ressenti un manque, quelque chose d'intangible
mais présent. L'existence de l'étude de Neubauer soulève également des questions pour toute personne adoptée. Y a-t-il une chance qu'eux aussi aient quelque part un jumeau ou une jumelle identique dont ils ignorent l'existence? Justin Goldberg, dirigeant dans l'industrie musicale et du divertissement, a été adopté via l'agence Louise Wise de New York en 1966, à peu près au moment où Neubauer menait ses recherches. Au fil des années, on lui a dit à de nombreuses reprises qu'il semblait avoir un sosie quelque part dans le monde, un inconnu qui lui ressemble exactement. Goldberg n'a jamais retrouvé son jumeau, mais il reste convaincu qu'il existe quelque part. Peter Neubauer est décédé à l'âge de 94 ans à New York en 2008. Malgré la controverse sur son travail et le mécontentement de certains sujets séparés de leurs frères et sœurs, Neubauer n'a jamais exprimé publiquement de remords. Ellie Shine et Paula Bernstein, ex-Amy et Bess, l'ont interviewé pour leur livre et ont dit qu'ils préféraient continuer à les surveiller plutôt que de s'excuser. Il leur a même confié regretter de n'avoir jamais publié ses recherches. Il semblait avoir séparé de nombreux frères et sœurs sans raison valable. Et cela ne semblait pas être la raison de ses regrets. Il est désormais admis que garder les frères et sœurs ensemble est préférable, et les agences d'adoption s'efforcent d'éviter leur séparation. Quand des frères et sœurs sont séparés, on leur parle des autres et ils gardent contact d'une façon ou d'une autre. Donc si jamais vous tombez vous-même sur un inconnu qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, il y a de fortes chances que ce soit un voleur de corps. Qu'en pensez-vous? Cette étude était-elle contraire à l'éthique ou valait-elle le risque au nom de la science? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de notre Weird History.